Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Je me réjouis tout particulièrement d'avoir parmi nous donc deux représentants de la Commission franco-allemande pour la jeunesse, c'est-à-dire Manon et Félix. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a plusieurs représentants du Grand Est franco-allemand. Il y a la FAP Rhône-Alpes-Auvergne, il y a l'UFAFA Île-de-France, il y a la Bretagne, il y a les Hauts-de-France, il y a d'autres régions où nous n'avons pas encore d'union régionale. Donc, nous sommes tous vraiment motivés et intéressés de savoir ce qui va être présenté aujourd'hui. Nous parlerons du Fonds pour le développement de la vie associative, un fonds qui existait déjà dans le passé, mais qui a pris un essor énorme il y a 2 ans à peu près, parce qu'il a récupéré la réserve parlementaire. Et je pense que Jean-Michel et Jean-André vont expliquer cela dans les moindres détails. À vous. Et Raymond, avec Raymond, nous allons faire ça avec Raymond. Peut-être que Jean-André viendra nous compléter. Mais... Pardon, Raymond, je m'excuse. Voilà. Et petite précision complémentaire par rapport à ce que tu viens de dire, Barbara, on a fait le choix de faire un focus sur plutôt comment on lit une subvention et une demande de subvention, et on a pris un appel à projet que la majorité des jumelages connaissaient, qui était le Fonds de développement de la vie associative. L'idée de ce soir, c'est pas de décortiquer cet appel à projet, mais c'est plutôt de regarder les mécanismes lorsqu'on décortique un appel à projet. Voilà. En fait, c'est le prolongement de la réunion de la semaine dernière. Vos animateurs de la soirée seront Jean-Michel Prat, donc, qui est secrétaire général de la FAFA, et moi-même qui suis trésorier de la FAFA. On va organiser cette soirée de la façon suivante: de 20h à 20h20, le compte association. On va voir que pour faire un appel à projet pour des subventions, le Fonds de développement de la vie associative en particulier, mais d'une façon plus générale, quand on a une subvention à faire au niveau des organismes d'État, il faut passer par le compte asso, c'est une obligation. Donc, moi, je vais m'occuper justement du développement de l'ouverture du compte asso. On ne va pas rentrer trop dans le détail non plus. Après, Jean-Michel fera la partie analyse de l'appel à projet du Fonds de développement de la vie associative, les pièces attendues, les attendus de l'appel à projet, et on partira sur un cas concret, la demande du Fonds de développement de la vie associative de la région AFAP-Aura. Voilà. Et ensuite, de 20h50 à 21h, ça va sûrement dépasser, questions-réponses. Bonne soirée à tous. Avant de commencer, qui d'entre vous a déjà déposé un dossier de financement du Fonds de développement de la vie associative? Si vous pouvez répondre par le chat. Donc, Jean-André, oui. Je sais que dans le Nord, il y a également, mais il n'est pas là aujourd'hui, Ludovic qui a présenté. Toulouse, oui, oui, sur l'ancienne formule, oui, qui n'a rien à voir avec la nouvelle formule, de toute façon. La ville d'Adre, d'accord, je vois qu'il y en a quand même plusieurs qui ont déjà déposé. Ça marche. Alors, du coup, on vous demandera à ceux qui ont déjà déposé, vous serez peut-être à même d'amener des avis sur ce que l'on va vous dire. Alors, les demandes de subvention doivent obligatoirement être effectuées par le compte asso. Donc, le compte asso, c'est un format dématérialisé des formulaires que l'on connaissait précédemment, qui était le formulaire CERFA, et qui permet en fait d'avoir la totalité des renseignements en une seule fois. Vous n'êtes pas obligé de tout ressaisir à chaque fois, c'est le côté intéressant. Alors, en préalable, vous devez disposer du numéro de RNA et du numéro de SIREN ou SIRET qui soient valides. Il faut s'assurer que les informations administratives déclarées au greffe des associations en l'INSEE sont à jour, particulièrement qu'il y ait concordance dans les adresses du siège sur tous les documents, RIB y compris. Parlé la semaine dernière, on était en désaccord là-dessus, on a revérifié, et il faut bien qu'en effet que les adresses soient en adéquation sur tous les documents. Il faut disposer de l'ensemble des pièces du dossier en version scannée sur le format PDF, c'est obligatoire.
Attention, compte tenu de la forte affluence sur le téléservice, nous vous recommandons de ne pas attendre la date limite pour déposer votre demande si celle-ci est prête. Le Fonds de développement de la vie associative, cette année, pour pas mal de régions, c'était le 8 mars. Bon, ça s'est échelonné, je dirais, de fin février à mi-mars. Et on a ensuite une démarche que l'on retrouve qui fait écho à ce que l'on a dit la semaine dernière. Identifier un projet, réaliser une fiche de projet sur 1 ou 2 pages. Identifier un appel à projet, c'est bien identifier quel est l'appel à projet pour lequel on veut demander une subvention. Recueillir les différentes pièces administratives et accords des partenaires. Rédiger votre demande de subvention. Avoir un budget équilibré. Ça, c'est quelque chose d'important. On voit trop souvent des budgets qui sont présentés avec excédent ou bien alors une partie qui n'est pas financée. Donc, il faut bien penser à équilibrer à l'extrême. Si vous avez une partie qui n'est pas financée, vous équilibrez en mettant un financement depuis votre association si besoin est. Il faut toujours faire relire votre document autour de vous. Ça, c'est une précaution, il faut toujours avoir un œil extérieur. L'œil extérieur va voir des erreurs que vous avez pu avoir fait, autant au niveau de l'orthographe qu'au niveau de la forme ou même du fond. Quand on a le nez collé contre la vitre, on ne prend pas assez de recul. Voilà. Et nous, au niveau de la FAFA, on peut vous aider à ce niveau-là. Et déposez votre dossier idéalement au minimum 24 heures avant l'échéance. C'est vraiment un grand minimum parce que vous pouvez très bien avoir un souci de connexion le dernier jour et il faut pas être, ça serait dommage d'être coincé à cause de ça et de ne pas avoir le financement à cause de cela. Alors, il existe des tutoriels pour vous aider. Alors, il y a un guide pratique qui est édité dans chaque région, parce que je l'avais retrouvé sur la Corrèze, mais j'ai retrouvé également sur Rhône-Alpes. C'est un guide qui est bien fait. C'est un tuto qui vous explique pas à pas ce qu'il faut faire pour faire votre inscription au compte asso. Pour remplir le compte asso, vous devez déjà faire une demande qui va vous inscrire. Et à partir de là, vous allez recevoir un mail qui va vous donner un numéro de compte. Par contre, si vous voulez faire une procédure papier, c'est encore possible. Vous avez un lien qui vous est proposé. Vous pouvez tout au moins commencer à préparer votre demande d'inscription dessus. Ça vous permet déjà de voir tous les papiers qu'il faut. Quand vous créez votre compte, vous avez un rendez-vous à l'adresse suivante, donc https lecomptasso.association.gouv.fr/login. Vous remplissez donc le formulaire tel que c'est indiqué. Si vous n'avez pas déjà de compte, vous créez le compte carrément et vous suivez. Ça sera la même chose qu'ils vont vous demander de toute façon. Donc monsieur, madame, donc ça, il faut marquer absolument le nom de la personne qui fait la demande, puisqu'ils ont besoin d'une personne en particulier, adresse de messagerie, mot de passe, confirmez-vous, créez ce compte, et donc c'est là où vous recevez un mail avec un numéro avec lequel vous pouvez vous inscrire. Attention, ce mail peut très bien arriver dans les spams, ça arrive de temps en temps. Alors, en fait, après, vous avez à saisir une nouvelle demande de subvention. Ça, on va le voir tout à l'heure. Par contre, ce qui est important, c'est de compléter toutes les informations administratives qu'il faut remplir. Et là, vous avez un petit i qui est sur le côté gauche de la fenêtre que vous allez recevoir. Avant de demander une subvention, il est impératif de vérifier et de compléter les informations administratives de votre association. Pour ce faire, il convient de cliquer sur l'icône i sur la gauche. C'est vrai, quand on ne le sait pas, on a tendance un petit peu à le chercher, on ne sait pas où il faut aller. Donc ensuite, vous complétez, vous cliquez sur chacun des items, identité, adresse, coordonnées, activité, et vous suivez simplement ce qui vous est demandé. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, parce que de toute façon, après, c'est qu'une question de logique pour remplir. Vous avez également, si vous le souhaitez, vous avez également un petit film. On a le temps, Jean-Michel, de le passer ou pas? Oui, on a le temps, oui. Ce tutoriel vous apprend comment créer un compte association et comment ajouter votre association pour en effectuer la gestion et notamment demander des subventions. La première étape consiste à créer le compte par l'intermédiaire de votre adresse de messagerie personnelle. Vous n'avez qu'à indiquer votre identité et choisir par vous-même le mot de passe. Il est important que l'identité que vous déclarez au moment de la création du compte soit correcte, car des vérifications peuvent être effectuées a posteriori.
La connexion via France Connect sera disponible prochainement. Pour le moment, il est nécessaire d'utiliser votre adresse de messagerie pour créer votre compte. Une fois votre compte créé, vous devez cliquer sur l'URL reçue dans votre boîte de messagerie afin d'activer le compte. Puis vous êtes immédiatement invité à intégrer dans le compte l'association que vous souhaitez gérer. Cette relation s'établit par l'intermédiaire des identifiants que l'administration a attribués à votre association. Le numéro SIRAN et dans le cas des associations loi 1901, le numéro RNA. Si vous ne les connaissez pas, nous vous conseillons d'en prendre connaissance en vous munissant de 2 documents. Le récépissé de création ou de dernière modification au greffe des associations et l'avis d'immatriculation au répertoire SIREN reçu une quinzaine de jours après la déclaration de début d'activité de votre association. Pour qu'une association soit gérable dans ce compte, elle doit soit relever du droit local, il s'agit des associations domiciliées en Alsace ou en Moselle. Pour accéder au compte, elle doit nécessairement bénéficier d'un numéro SIRAN, et c'est par ce seul identifiant que la relation est possible. Autre possibilité, elle relève du régime général. Il s'agit d'une association loi 1901. Dans ce cas, la relation peut s'effectuer par le numéro SIRAN ou par le numéro RNA de l'association, mais à la seule condition où ces 2 identifiants correspondent à la même association. Si c'est le cas, vous n'avez plus qu'à le confirmer et poursuivre le processus permettant d'intégrer votre association dans votre compte. Cette étape est cruciale pour le bon fonctionnement du compte. Il est donc très important de bien vérifier que les identifiants affichés correspondent à ceux attribués à votre association. Si au contraire, les identifiants affichés ne correspondent pas à ceux de votre association, parce que par exemple seulement l'un des 2 identifiants est correct, ou qu'à un identifiant saisi l'autre n'est pas affiché, dans ce cas, surtout ne cherchez pas à poursuivre l'intégration de l'association dans le compte, mais suivez la consigne en indiquant à l'administrateur du compte le numéro RNA et le numéro SIRAN de votre association. L'administrateur se chargera alors de corriger l'erreur dans le jour qui suit et vous tiendra informé. Enfin, dans le cas où votre association ne dispose pas d'un numéro RNA, mais malgré cela, l'association est tout de même enregistrée dans la base du RNA et que son numéro SIRAN lui est associé, il est possible d'ajouter l'association dans le compte, mais il est fortement conseillé de faire le nécessaire auprès du greffe des associations afin d'obtenir au plus vite un numéro RNA. Une fois cette étape passée, selon le nombre d'établissements de votre association et la fonction que vous y exercez, 3 cas de figure se présentent. Premier cas, votre association ne dispose que d'un établissement. Vous êtes alors invité à indiquer la fonction que vous y exercez. Puis, après avoir pris connaissance des risques que vous encourez à usurper l'identité d'une autre personne, vous êtes dirigé vers l'accueil du compte association, au sein duquel est affichée l'identité de votre association. Le bouton de gauche permet d'accéder aux informations administratives de votre association que vous pouvez alors modifier. Ces éléments seront détaillés dans la 2e vidéo, consacrée aux informations administratives de votre association que vous trouverez au sein du compte. Deuxième cas. Je vais laisser là-dessus parce que le cas de plusieurs adresses en principe ne se présente pas à notre niveau. Ben, écoute Jean-Michel, je crois que je vais te laisser la parole maintenant. Donc vous avez vu, là, ce petit film permet de reprendre un peu les étapes essentielles de l'inscription. L'inscription est quand même une étape qu'il faut faire et qu'il faut faire avec beaucoup de précaution parce que s'il y a une erreur, le dossier peut être rejeté non pas sur le fond du dossier mais sur la forme parce qu'il ne répond pas aux critères demandés. Peut-être avant qu'on passe à un 2e point, avez-vous des questions? Oui. Oui, Jacques. Oui, c'est passé un peu vite, mais j'ai bien lu que lorsqu'on n'est pas d'Alsace-Moselle, on a le choix entre le RNA ou le SIREN. Oui, c'est peut-être marqué comme ça, mais quand tu déclares ton compte association, il te demande d'abord ton RNA et ensuite ton SIREN. Et il faut que tu aies les 2. Ils sont en contradiction. Ben oui, mais... Parce que c'était écrit où, hein, mais je l'ai bien lu. Hein. Oui, mais après, c'est une vidéo qui a été faite il y a pas mal de temps. Maintenant, tu peux te connecter avec France Connect. Là, c'est un peu le danger quand on retrouve des sources sur Internet. On va regarder les notes d'orientation. Quand on parle de notes d'orientation, il faut regarder toujours celle de l'année. Si vous regardez la note d'orientation de 2018 alors qu'on est en 2020,
peut-être qu'il y a des bonnes choses, il y a peut-être des bonnes choses à prendre, mais des fois, c'est peut-être pas tout à fait le règlement. Voilà. Bon, Donc, je vais il répondre faut. en même temps à Ulrich, là, je vois. Le RNA, normalement, on l'a quand on a déclaré son association, on l'a automatiquement. Le code RNA, c'est le code qu'on a en haut de la déclaration. Ça veut dire d'ailleurs Registre national des associations. Donc, on a pu voir qu'en effet, pour pouvoir répondre à cet appel à projet qui est le FDVA, il était nécessaire de créer mon compte asso. L'objectif est quand même aussi d'aller un peu au-delà d'un appel à projet spécifique que le FDVA, même si on va en parler. L'idée, c'est quand même de se dire, quand on a un appel à projet, tel type FDVA, comment faut-il l'aborder et qu'est-ce qui est important à ressortir avant de répondre à cet appel à projet. Donc, si on prend le FDVA, il se décline selon deux modalités de financement distincts. Un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles et un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations. Il a une caractéristique qui est quand même assez forte, c'est qu'il a 3 volets. Au-delà de ces 2 axes, et en plus 3 volets, il y a un volet national, vous avez un volet régional et vous avez un volet départemental, avec dans chacun des volets des objectifs et des attendus différents. Donc ça, c'est vraiment une de ces caractéristiques de ce FDVA. C'est pas parce que en Savoie, je peux déposer une demande de subvention spécifique pour la formation que je pourrais reprendre le même formulaire et le Dublin, ils ont pris d'autres orientations, d'autres axes de développement pour le département. Il n'empêche que, quelles que soient les orientations, l'étape préalable, c'est de relire les notes d'orientation. Alors, on constate que ces notes d'orientation sortent généralement plutôt courant décembre, les premières, et qu'on doit répondre aux appels à projets plutôt vers le courant mars. Alors, cette année, en Île-de-France, c'était le 13 mars. En Rhône-Alpes, c'était le 8 mars. Donc, on était en fonction des départements, des régions, on a des dates qui peuvent être différentes. Il n'empêche que vous avez des notes d'orientation et il est important et fondamental de lire ces notes d'orientation parce que c'est par rapport à la note d'orientation que vous avez déposé un projet et si vous ne lisez pas une note d'orientation et que vous êtes à côté des attendus, il est inutile de déposer un projet. Ou vous serez sûr de vous faire rejeter au moment de l'instruction. La note d'orientation, généralement, a défini un certain nombre de points. Elle définit les associations éligibles. C'est quand même important de s'assurer, avant de répondre à un appel à projet, que votre association en tant que telle est éligible. Elle décrit les actions de formation éligibles. Là, j'ai pris le volet formation. Elle décrit qu'est-ce qui va être pris en charge dans cet appel à projet. Elle décrit également quels sont les éléments dans l'instruction qui vont être appréciés pour vous attribuer ou ne pas vous attribuer une demande de subvention. Et elle vous donne des critères qui fait qu'une subvention ne serait pas éligible. Le point de l'adresse du RIB était un des éléments, mais si vous avez déménagé et que vous n'avez pas remis à jour votre registre sirène, c'est pareil, ça sera pas bon. Ensuite, vous avez un troisième axe qui est les publics concernés avec des effectifs des sections et également des priorités, la durée d'une action de formation, le nombre de jours et le nombre de sessions. Là aussi, ça peut être variable d'une région à une autre. Donc, vous pouvez échanger avec d'autres régions et le workplace qu'on a mis en place permettra d'échanger en disant moi, je viens de préparer une demande de subvention dans le FDVA sur le volet formation pour une formation, je sais pas moi, l'utilisation des outils bureautiques.
a priori, c'est éligible, mais c'est peut-être éligible dans votre région et peut-être que ça ne l'est pas dans une autre région. Le thème de l'informatique, généralement, est éligible partout, mais vous pourriez avoir un thème qui est plus spécifique dans une région et moins dans une autre. Donc, c'est important à chaque fois de bien vous référer aux notes d'orientation qui décrivent précisément ce que l'on attend de vous. Et puis, vous avez également les modalités financières sur les actions de formation. On vous explique ce qui va être pris en charge et jusqu'à quelle hauteur. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est très importante et cette habitude de lire les notes d'orientation, c'est quelque chose à prendre, quelle que soit la subvention que vous faites. Donc, je vous propose de jeter un coup d'œil. J'ai pris deux volets 2020 de la région Aura. Et donc, on va les regarder très rapidement pour voir un peu les éléments qui me semblent les plus intéressants. Alors, on va commencer par le volet formation, parce que c'est un volet où vous pourriez tous rentrer, déposer des demandes de subvention pour la formation de vos bénévoles. Lorsqu'on a l'intention de répondre au FDVA dans notre région, donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il faut prendre l'habitude d'aller rechercher la note d'orientation régionale. C'est un petit peu l'appel d'offres. C'est le texte, c'est le cadre de cet appel à projet pour cette région. La note d'orientation régionale 2020 de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas obligatoirement la même que celle que je vais avoir en Île-de-France, peut-être différente de celle que je peux trouver dans le Hauts-de-France ou en Poitou-Charentes. Chaque région a un volet de liberté pour pouvoir adapter les fonds qu'il perçoit pour répondre aux besoins locaux. Donc, quand on regarde cette note, elle est plutôt très bien faite, hein, vous le voyez en gras, elle est axée sur la formation des bénévoles et la présente note concerne donc les associations porteuses dont le siège social est dans l'un des 12 départements de la région. Donc ça veut dire que cette note concerne les 12 départements de la région Aura et pas d'autres endroits. On va regarder que les choses en gras parce que comme ils ont eu la bonne idée de sortir les éléments importants, on va regarder rapidement. Donc, ils disent que ça concerne toutes les associations, à l'exception celles qui interviennent dans les domaines des activités physiques et sportives. Bon, nous, on est plutôt dans des associations de jumelage, plutôt dans des associations culturelles, et assez peu dans les associations physiques et sportives. Et l'idée de ce volet-là, c'est la formation des bénévoles élus ou responsables d'activité, tournés vers le projet associatif ou technique lié à l'activité et au fonctionnement de l'association. Alors, moi, quand je lis ça, tourner vers le projet associatif ou technique, ça veut dire que l'attendu, c'est un projet associatif et technique. À partir du moment où on vous dit que votre demande dessus va répondre à votre projet associatif ou technique, vous pouvez pratiquement être certain qu'à un moment, on va vous le demander, ce projet associatif. Donc, si vous n'avez pas de projet associatif, faites-le. Autrement, là aussi, vous allez vous retrouver à un moment dans une certaine difficulté. Ces actions sont organisées par les associations en faveur de leurs bénévoles. Donc là, on est bien en phase. Une phrase qui est très importante, et je pense beaucoup d'entre vous l'ont passée très rapidement, la présente note doit impérativement être lue avec attention et avant toute demande de subvention. Moi, je vous assure, pour lire beaucoup de demandes de subvention, quelquefois, les gens ne lisent pas les notes qui sont transmises et qui décrivent les attendus de l'appel à projet. Et cette note, il faut la lire une fois, il faut la poser, il faut la relire, et à chaque fois qu'on la relit, on va trouver d'autres mots, d'autres termes, et il faudra même la relire quand on aura fini de répondre à l'appel à projet pour savoir si on est bien en phase
bien en adéquation entre les attendus et ce que l'on a répondu comme élément. Regardons rapidement, mais c'est important, les associations éligibles. Vous êtes une association de jumelage ou vous avez une association partenaire qui sera aussi intéressée. Il faut vous assurer que vous êtes bien dans les critères obligatoires d'éligibilité. Premièrement, avoir son siège dans l'un des 12 départements de la région. Bon, généralement, avoir un compte bancaire séparé, être régulièrement déclaré, avoir au minimum 1 an d'existence. Ça, c'est quand même vrai dans la majorité des demandes de subventions. On peut généralement pas déposer de subvention la première année d'existence. Respecter la liberté de conscience et ne pas proposer d'actions à visée communautariste ou sectaire. Bon, ça fait partie des choses classiques, hein, avoir une gouvernance démocratique, un objet d'intérêt général et une transparence financière. Vous retrouvez des éléments très classiques des demandes de subvention. Quelque chose qui est un peu différent de la FDVA qu'on ne rencontre pas ailleurs, c'est qu'ils veulent absolument soutenir des associations qui n'ont pas de salariés ou qui ont très très peu de salariés. Donc, vous ne pouvez pas déposer une demande de subvention si votre association avait plus de 2 salariés. Donc, je peux penser par exemple qu'une maison de l'Europe qui a souvent des salariés ne serait pas obligatoirement, pas toujours éligible. Il y en a certainement quelques-unes qui le sont. S'ils ont moins de 2 salariés, ils pourront l'être. S'ils ont plus de 2 salariés, ça sera plus compliqué. Ensuite, première étape, vous assurez que vous rentrez bien dans le critère. La deuxième étape, c'est quand même aussi de s'assurer que vous n'êtes pas dans le critère B. Normalement, il y a peu de chance, mais associations sportives affiliées ou agréées ne sont pas éligibles. Une association cultuelle n'est pas éligible. Une association qui aurait pour objet le financement d'un parti politique ne serait pas éligible. Donc là, vous avez cette première étape. C'est un préalable. Quand on répond à une demande de subvention, on s'assure qu'on est bien éligible. On s'assure qu'on a l'ensemble des papiers administratifs à jour, qu'on a fait les bonnes déclarations à la préfecture, que l'on a, on a un numéro de SIRET en adéquation avec l'adresse de son siège social, qu'on a bien fait la déclaration à la préfecture pour que l'adresse associée au RNA et l'adresse associée à l'adresse sirène soit bien la même. Bon, les actions de formation éligibles sont éligibles des formations à caractère régional, départemental ou local, initiées, pilotées et réalisées par une association, un établissement secondaire d'échelon régional ou infrarégional. Alors, on parlera tout à l'heure, et Raymond, on fera un focus sur la demande de subvention qui avait été faite par la FAPORA par rapport à de la formation. Là, on voit bien que, en fonction de ce que l'on va faire, il faudra soit le déclarer au niveau régional, soit au niveau départemental. Le niveau local étant inclus dans le départemental. Dans le cas du FDVA, on n'a pas, on a un FDVA Savoie, on a un FDVA Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas un FDVA Chambéry. Voilà, c'est bien lié au département. Donc ensuite, les formations doivent être collectives, ça c'est important. Et vous le voyez encore, ce mot qui est important, en adéquation avec le projet associatif et tourné vers le développement des compétences des bénévoles. Donc, on retrouve encore une nouvelle fois la notion d'adéquation et la notion de projet associatif. Donc, ça veut dire que votre projet associatif, il doit bien indiquer que dans vos objectifs de votre association, il y aura la professionnalisation des acteurs, des acteurs associatifs et que vous souhaitez développer les compétences. Ces éléments seront présentés dans la demande de subvention et rappelés dans le document récapitulatif de la demande. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes de bien voir les mots importants, adéquation, projet associatif,
tourner vers le développement des compétences des bénévoles pour vous donner un petit peu, moi, ce que j'ai l'habitude de faire généralement. J'ai ce document-là. Soit je le stabilote à partir directement du PDF, hein, on peut le surligner, soit je le sors en papier, je le stabilote, et ça permet comme ça de lire très rapidement et surtout de sortir les mots qui me semblent les plus importants. Alors, sont recevables les formations par ordre de priorité. Ça veut dire que si vous avez des arbitrages au sein du traitement des subventions, parce qu'il y a plein de dossiers qui sont du même niveau, ça sera ce critère-là qui sera utilisé. Ça veut dire que si vous avez une association qui va développer beaucoup d'actions spécifiques tournées vers le projet associatif, face à une autre association qui propose que des formations transversales, on retiendra plus l'association qui correspond aux priorités 1 de cet appel à projet. Bon, les informations et les besoins transversaux sont invités à se rapprocher du référent FDVA. En effet, hein, les référents FDVA sont amenés à organiser aussi des formations transversales. Bon, un petit rappel sur les limites de l'enveloppe budgétaire. Un dépôt au maximum de 3 actions de formation par association peut être déposé. Elles seront prises en compte par l'ordre du dépôt et par ordre indiqué dans le tableau récapitulatif. Donc, les éléments appréciés dans l'instruction de la demande, en fait, on a de la formation initiale, on a de la formation de perfectionnement, et on se retrouve bien sur des fiches de formation un peu standard avec les objectifs, à la fois le plan de la formation et comment il va être fait, le niveau des intervenants qui vont intervenir. Il n'est pas écrit nulle part que vos intervenants doivent être des salariés, ça doit être obligatoirement des consultants, ça peut être tout à fait des bénévoles, mais il n'empêche qu'on veut s'assurer que lorsque vous indiquez que un intervenant va faire une présentation sur l'utilisation des outils informatiques, c'est préférable de rappeler qu'il a une certaine expérience et qu'il est peut-être même informaticien si cette information vous semble pertinente. Le public auquel s'adresse l'action de formation et les modalités de déroulement de la formation. Donc là, on se retrouve bien dans une fiche de formation avec des objectifs, avec un plan de formation. À l'issue de la formation, les utilisateurs seront capables de faire telle et telle chose. Ensuite, vous avez des éléments clés que vous allez retrouver dans votre écrit, c'est mettre en avant les valeurs de la République et le dialogue du public. Hein. Donc, on mettra en place une formation interactive. Chaque utilisateur pourra échanger avec les autres personnes. Et ensuite, vous avez tout ce qui sont les demandes non éligibles. Je ne vais pas obligatoirement les détailler, mais déjà, formation ne correspondant pas aux critères de durée et nombre de stagiaires décrits en chapitres 3 et 4, les formations payantes pour les stagiaires. Donc, vous avez le droit de faire des formations gratuites et on va vous aider pour ça. Et puis aussi, vous ne pouvez pas faire financer par le FDVA des formations diplômantes, type BAFA, BAFD, parce que l'idée, ce n'est pas de financer des morceaux de diplôme. Donc, c'est vraiment des modules de professionnalisation des acteurs. Vous ne pourriez pas faire financer par le FDVA des réunions statutaires. Hein. Je fais un conseil d'administration dans un tiers-lieu ou une assemblée générale et j'en profite pour la faire financer. Le moyen pour éviter ça, c'est que la durée minimum d'une formation, c'est 6 heures. Donc, en mettant 6 heures, alors 6 heures qui pourraient être découpées par, je ne sais pas, par 3 modules de 2 heures en visio. On pourrait tout à fait imaginer, rien ne nous interdit de dire on fait une formation qui dure 6 heures découpée en lundi, mercredi et vendredi, 2 heures en visioconférence. On ne peut pas évidemment aussi financer des simples réunions d'information des bénévoles. Bon, le public concerné, si minimum 8 stagiaires bénévoles.
sauf si vous faisiez quelque chose de super pointu. Et dans ce cas-là, il faudrait l'expliquer. Hein. Imaginons que vous fassiez une formation sur l'administration de Google pour les associations. Il est peu probable que vous trouviez 8 personnes à mettre autour de la table, mais là, ça vaudra la peine d'expliquer qu'au vu de la spécificité du public et il est nécessaire et puis de la complexité aussi hein, du module, de n'avoir que 4 stagiaires. Vous ne pouvez pas vous faire financer plus de 25 personnes. Donc, si vous avez plus de 25 personnes, je vous invite à vous arrêter dans votre fiche de présence à 25 personnes. Parce que voilà, vous ne serez pas financé au-delà. Et c'est sûr qu'en effet, généralement, l'idée, c'est que quand on est au-delà de 25, on est dans un autre type de formation, souvent moins interactif que si on est sur des groupes un tout petit peu plus petits. Voilà, donc vous avez ensuite tous les critères. Hein, je vais public en situation de fragilité économique ou sociale. La durée d'action de formation et le nombre de jours, c'est 5 jours maximum à raison de 6 heures par jour. Et tout ce qui est modalité financière, vous pouvez être subventionné à hauteur de 500 € minimum et 700 € maximum par jour de formation. Et généralement, vous ne pouvez pas, voilà, c'est marqué en dessous, vous ne pouvez pas avoir une subvention qui dépasse 80% du coût total de la formation. Donc ça veut dire que si vous faites venir un bénévole, un formateur bénévole qui vient d'un autre endroit, qui a du train, qui a des hôtels, ces factures sont éligibles, hein, ça rentre dans la prestation, mais ça vous coûtera un minimum 20% du coût. Généralement, dans beaucoup de nos actions, ça ne coûte pas 20%, ça coûte 100%. Donc là, au moins, vous pourrez déjà avoir une grande partie. Hein. Il faut que les formations soient proposées aux bénévoles de façon gratuite. Il peut y avoir des facturations si vous aviez... alors, finalement, vous ne les facturiez pas vous-même, et si des gens venaient poursuivre la formation, qui doivent se prendre un hôtel, ça, ça ne rentre pas dans le coût de la formation. Ça, c'est les coûts annexes. Hein. Voilà, la procédure de demande, il faut créer son compte asso et il faut le renseigner. Quand vous rentrez dans le compte asso, eh bien, il va vous demander le code de l'appel à projet. Et une des caractéristiques quand même du FDVA, c'est que si vous répondez au niveau départemental, il faut que vous relisiez les notices du département. Moi, j'ai refait ça en Île-de-France l'autre fois, quand on a vu le FDVA de l'Île-de-France pour pouvoir préparer une intervention au sein de l'UFAFA. Le souci, c'est que quand vous avez la Seine-Saint-Denis qui a des objectifs plutôt très sociaux, et c'est normal par rapport au département, et que d'autre côté, vous avez les Hauts-de-Seine, où vous avez des objectifs qui sont pas diamétralement opposés, mais qui sont vraiment très différents. Il faut vraiment que quand on répond à cet appel à projet, on regarde vraiment le document qui vous concerne. Bon, ensuite, vous retrouverez tous les documents qui sont concernés, et vous avez la fiche action, le fiche budgétaire, les dossiers relatifs, et quelque chose qu'on évoquera davantage la semaine prochaine, où on va vous proposer plutôt qui est vous avez été notifié d'une subvention, et maintenant comment est-ce qu'on essaye de récupérer l'argent. Ces bilans et comptes rendus, en fait le bilan ça se prépare, et les pièces ça se recueille au fil de l'eau. Et c'est pas une fois qu'on est face au dossier que l'on peut répondre. Il vous propose un document qui est un CERFA. Lorsque vous avez ça, je vous invite très clairement à regarder le CERFA. Ça permet de savoir quels sont les attendus. Mais comme dans toutes les demandes de subvention, tout s'anticipe. C'est-à-dire qu'une demande de subvention, pour être certain de l'avoir, il faut avoir anticipé le projet. Il faut, lorsqu'elle est faite, anticiper le recueil des pièces. Et là, par exemple, le bon exemple, c'est que vous le voyez tous les ans,
La demande de subvention attend vers le mois de mars. Mais rien ne vous interdit de faire financer une formation qui aurait eu lieu le 1er février. Donc, si vous voulez faire financer une formation qui a eu le 1er février, il faut que vous ayez récupéré les pièces comme si vous aviez eu la demande de subvention. Et c'est pas une fois que j'ai eu le financement que je me dis, oh là là, il fallait que j'ai un logo, il fallait que je fasse signer les gens, il fallait que je mette en concurrence. Non, dès qu'on veut faire les choses, il faut le faire. Donc là, vous avez quelques conseils. L'important, pour résumer, c'est anticiper. Pour donner un exemple très concret, si je prends l'Île-de-France, et je sais qu'Annette est avec nous ce soir, qui est la secrétaire générale de l'UFAFA, moi je serais fortement intéressé pour qu'on dépose un dossier FDVA pour la formation de nos bénévoles sur l'année 2021. Mais le dossier, on va le commencer dès septembre. On va commencer à réfléchir dès septembre. On va retravailler sur notre projet associatif. On va le planifier, le budgéter. Et à partir de ce moment-là, quand on va avoir le dossier qui va sortir souvent début janvier, on aura déjà préanticipé. Et pour préanticiper, on va s'appuyer sur le dossier 2020 et on regardera quand 2021 sortira si on a des vrais changements. On a 2 cas de figure. Malheureusement, notre demande de subvention ne rentre plus dans les priorités du FDVA d'Île-de-France. Bon, on aura un petit peu travaillé pour rien, mais peut-être que non, parce qu'aujourd'hui, on a aussi la possibilité de déposer des demandes de subvention sur le Fonds citoyen franco-allemand, comme on a pu le voir il y a 2 ou 3 mardis de la FAFA. Donc, l'important, c'est bien d'anticiper, de travailler longtemps avant pour que lorsque l'appel à projet sorte, on ait juste à le renseigner. Et je vous invite à le déposer, même idéalement 2-3 jours avant, parce qu'il suffit qu'il y ait un problème. Là, vous pouvez vous retourner. Si vous le faites au dernier moment, vous ne pouvez pas vous retourner. L'exemple typique que je peux vous partager, c'est quand on avait déposé le fonds citoyen européen, enfin Europe des citoyens pour Saint-Brieuc. En fait, moi, j'ai déposé le dossier 2 jours avant. J'ai eu un souci technique. J'ai eu une journée pour me retourner et j'ai pu le déposer dans les délais. Si je l'avais fait au dernier moment, le problème technique que j'ai rencontré fait que j'aurais jamais pu me retourner. Et donc, j'aurais perdu le dépôt de l'appel à projet. Voilà. Donc, je vous propose d'en arrêter là. Le deuxième, je vous invite à le regarder, hein, mais ça sera, je ne vais pas le détailler. C'est dans la même lignée. Hein. Il faut vraiment apprendre à lire les documents. Vous y trouvez l'ensemble des informations. Je vous invite à travailler avec vos unions régionales. Hein. Je pense que nous, en Île-de-France, on refera une formation peut-être en octobre si on a le droit de se retrouver un jour pour reparler un petit peu de comment on répond à ces dossiers et comment est-ce qu'on le fait. Bon, un petit rappel des documents attendus avant qu'on regarde un cas concret qui est le cas de la demande de sup de la FAP. Bon, les documents obligatoires, le projet associatif et le rapport d'activité de l'année N-1, le descriptif du projet, évidemment. Voilà. Et donc là, je repasse la main à Raymond. Par contre, si vous avez des questions à poser, oui, je vais répondre à une des questions qui était une question d'Ulrike qui demandait, j'imagine qu'il y a d'autres volets que formation, une action de type culturel peut-elle être éligible? La réponse est oui, mais c'est ce que je répondais dans le chat. En fait, pour les projets culturels franco-allemands, le levier du Fonds citoyen franco-allemand semble en effet plus en adéquation pour répondre à ce type d'action. En effet, comme le rappelle Jean-André, le deuxième volet du FDVA, c'est les projets d'innovation et de fonctionnement. Voilà.
Donc, c'est pas tout à fait le même niveau. Ce que je vous ai présenté, la formation, c'est vraiment le niveau où il est très facile d'y rentrer. L'innovation, c'est toujours un peu plus compliqué, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions Voilà, avant que Raymond puisse ouvrir ce document? Donc, les projets d'innovation, c'est un peu plus complexe, hein. Les cahiers des charges sont beaucoup plus complexes et donc raison de plus pour avoir des projets encore plus structurés. Le projet formation, vous avez autour de vous de nombreuses personnes qui ont été enseignants et qui sont donc en capacité de vous aider, hein. C'est des choses qu'ils font régulièrement, de monter des plans de formation. Sur tout ce qui est innovation, c'est davantage complexe. Une question de Jacques, quels sont en moyenne les délais de réponse? En fait, ça se trouve dans la page 8 du document. Sur la formation, ils indiquent qu'il y a... alors, c'est certainement les dates d'avant confinement, hein, ce que je vais vous donner. Normalement, à la base, ils disaient que la commission s'était fermée et puis une notification courant juin. Bon, aujourd'hui, cette année, instruction des dossiers entre le 9 mars et le 24 avril. Je ne suis pas certain qu'ils aient pu tout à fait instruire les dossiers tels qu'ils le souhaitaient. Comment sont motivés les rejets? Alors, souvent, les rejets sont motivés sur une inadéquation de la demande par rapport aux objectifs. Très, très souvent. Il y a 2 ans, on avait fait une demande de subvention sur les actions innovantes avec le Quiz Europe, par exemple, et ça correspondait pas du tout aux objectifs, et du coup, on avait bien essayé de faire en sorte que ça corresponde, mais ça n'avait pas passé. Voilà. En fait, souvent, vous avez une première étape qui est la complétude du dossier. Et les grands exemples que donne Barbara souvent, c'est le RIB et la mauvaise adresse. En fait, quand vous voulez vous simplifier la vie, vous savez que une fois sur 2, le RIB n'a pas la bonne adresse, donc vous vérifiez que ça. Et quand vous avez vérifié que ce n'est pas la bonne adresse, vous écartez le dossier. Comme ça vous fait un dossier malheureusement de moins à traiter parce qu'il n'est pas dans la complétude du dossier. Et donc, votre dossier est rejeté pour des raisons de complétude de dossier. On peut peut-être profiter pendant que tu es en train de... Oui, excusez-moi, là, pendant que tu es en train d'essayer désespérément de remonter... Donc, nous avons fait une demande pour un programme de formation qui était prévu. Malheureusement, je ne suis pas certain qu'on puisse le réaliser, du moins dans l'immédiat, hein. On avait prévu 3 journées de formation sur les outils informatiques, les outils collaboratifs, comment faire une visio, etc. C'est des projets qu'on avait. Bon, du coup, on a été plus vite avec le confinement. On a déjà été obligé de le faire. On trouvera sûrement d'autres sujets ou moins d'approfondissement de ces sujets-là, des mises en pratique ou autres. Et donc là, ce qu'on va vous partager, c'est ce que l'on a fait nous de notre côté. Voilà. Donc voilà la demande telle qu'elle a été faite. Donc c'est en numéraire et pas en nature. Fréquence, c'est une première demande. En objet, projet, action, périodicité annuelle ou pluriannuelle. On aurait presque pu marquer pluriannuel, mais en l'occurrence, c'était annuel. Voilà. Et à envoyer plusieurs autorités administratives. Donc là, c'est État-ministère en l'occurrence. Identification de l'association, donc je vais passer là-dessus. Il faut bien faire attention qu'il y ait concordance, comme on a dit, au niveau des adresses, que ce soit les adresses soient les mêmes, quel que soit le document, hein. Donc ça, il faut faire très très attention à ça. Donc c'est quelque chose que vous avez rempli, qui se remplit automatiquement, que vous avez rempli sur le compte asso. Ça va rechercher directement les documents sur le compte asso. C'est quelque chose que vous n'avez pas à remplir, ça se fait en automatique. C'est un des intérêts de passer par le compte asso d'ailleurs. Ensuite, les relations avec l'administration, association bénéficiaire d'agrément administratif, non, hein. En l'occurrence, est-ce qu'elle est reconnue d'utilité publique? Non, on pourrait demander la reconnaissance d'utilité publique. En l'occurrence, on n'a pas. L'association est assujettie aux impôts commerciaux? Non.
Et ensuite, voilà, relation avec d'autres associations. L'association est une union, une fédération ou un réseau. Donc, on a mis qu'on est associé à la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe, FAFA pour l'Europe. Hein. L'association a-t-elle des adhérents personnes morales? Donc oui, puisque nous, on est une union régionale, donc nos adhérents, ce sont des comités de jumelage ou des associations franco-allemandes pour la plupart. Donc là, il faut marquer la liste exhaustive. Alors c'est un peu long, mais bon, peu importe. Hein, on a la chance d'avoir pas mal d'associations sur AFAPORA. Hein. Alors, le nombre de licenciés, non, le nombre de licenciés, c'est quand c'est pour du sportif, ce qui n'est pas notre cas. Hein. Ou alors ça peut être également des licences de jeux d'échecs ou autres. Hein. Donc, nombre de bénévoles, eh bien, on a mis en l'occurrence ici le nombre de personnes qui sont... on a fait une estimation en disant que sur 42 associations, il y a grosso modo 5 ou 6 bénévoles ou 10 bénévoles par association. Là, on a dû partir sur un peu plus. Voilà, donc on a mis quelque chose qui est un peu approximatif. Hein. Nombre de volontaires, ben 1, oui, parce qu'on a prévu un volontaire franco-allemand cette année, hein, donc c'est pour ça qu'on l'a noté. Nombre total d'adhérents, ben les adhérents, c'est en dehors de l'adhésion elle-même, en nombre d'adhérents, c'est que chaque association a grosso modo 20 ou 30 adhérents et on multiplie par 42, ça doit faire un peu plus, j'ai dû partir sur 40 adhérents à peu près, un peu plus même, 50, hein, voilà. Alors ensuite, voir le budget prévisionnel 2020. Donc il y a un document qui est joint hein, dessus, alors qui se met en automatique, hein, ça, puisqu'on remplit dans le compte asso. Hein, donc ça se retrouve dans le prévisionnel du compte asso. Au projet objet de la demande, donc on a insisté sur la formation, hein, formation des jumelages, jumelages aux outils collaboratifs G Suite pour les associations niveau 1. C'est vraiment pour ceux qui découvrent l'outil. Ça correspond à une formation qu'on a fait dernièrement. Hein. Alors, l'objectif, à l'issue de la formation, les utilisateurs seront capables d'identifier, etc. Je passe un peu là-dessus. C'est le contenu, donc là, le contenu, comment ça se présente le matin avec une présentation globale, l'après-midi avec utilisation concrète des outils collaboratifs. Voilà, c'est un exemple hein, qu'on vous donne de ce qu'on a pu faire. Pardon. Bénéficiaires, alors ça c'est important. Membres ou adhérents du réseau associatif hors bénévole, tranche d'âge, de toutes les tranches d'âge, le genre mixte hein, en l'occurrence, le nombre, eh bien 36, on avait prévu au total. Hein. Commentaires, les bénéficiaires, oui, 36 sur une pension, on aurait pu laisser à 25 en l'occurrence. Hein. Jean-Michel. En fait, c'était 3 sessions de 12. Oui, c'est 3 sessions de 12, exact, oui, tout à fait. Commentaire, les bénéficiaires pourront suivre une formation de niveau 2, donc c'est en disant qu'il y a une suite qui est prévue, donc on prépare déjà pour l'année prochaine, hein, et que ce niveau 2 servira pour mettre en compétence des formateurs. Le territoire, ces journées de formation se tiendront dans 3 secteurs de la région, la Drôme, l'Ardèche et la Loire, c'est ce qui était prévu. Hein. Drôme-Ardèche, pendant qu'il y a une seule secteur, la Loire et région lyonnaise, en sachant que sur la région Isère, Savoie, Haute-Savoie, on a déjà fait ces formations l'année dernière. Hein. Voilà, on le précise hein, dessous. Alors, une journée de formation sur le secteur Puy-de-Dôme est à l'étude, mais bon, on ne l'a pas pris dans le truc, c'est simplement, on signale simplement des perspectives d'avenir. Hein. Moyens matériels et humains, donc animateur, utilisateur averti. On précise un petit peu le projet en disant que notre projet il est cohérent et il tient la route parce que la personne qui va nous former, en l'occurrence c'était Jean-Michel en grosse partie, est quelqu'un de tout à fait compétent. Donc on précise des choses. Hein. Voilà. Au-delà des personnes, il est idéal d'avoir une aide lors des exercices pour l'animateur. Donc ça, c'est une remarque que l'on fait. Les animateurs ont auparavant suivi une formation donnée par le secrétaire général de la fédération, qui est expert. C'est ce qu'on a fait ces derniers temps. Voilà un petit peu un cas concret de ce que l'on a fait. Je ne dis pas que c'est parfait. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr qu'on obtienne la subvention. Normalement, on répond aux critères. Voilà.
Donc l'idée, c'était de faire évidemment un descriptif de cours tel qu'on peut le rencontrer quand on prend des fiches de formation et d'être un peu dans donner les éléments au service instructeur de retrouver facilement les éléments. Comment c'est découpé, est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est pas viable? Et ensuite, il y a tout un aspect budgétaire. Alors, j'attire l'attention au niveau de l'aspect budgétaire. Ils ont mis des numéros qui correspondent au plan comptable, mais on a de grandes difficultés à faire mettre en adéquation les frais que l'on a par rapport aux éléments du plan comptable qu'ils nous donnent. Ils sont beaucoup trop vagues et on est obligé de faire des interprétations. J'ai plus d'exemples particuliers, mais je sais que pour le congrès de Saint-Brieuc, par exemple, les repas, on ne savait pas du tout dans quelle catégorie les mettre. C'est pas évident. C'est souvent un petit peu difficile à remplir ça. Personnellement, j'ai dû appeler 3 fois les services du FDVA pour leur dire, bah, attendez, j'ai ça comme frais, je le marque où? Et bon, par contre, ils sont très serviables, ils donnent les réponses, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Voilà. Donc après, projet numéro 1, projet numéro 2, projet numéro 3, voilà. Puisqu'on peut avoir une subvention à hauteur de 60%. Oui. À quoi correspondent les 1600? Alors attendez, j'ai pas eu le temps de tout voir. À quoi correspondent les 1600? Si tu peux regarder, Jean-Michel. Ouais, la question, c'est budget à quoi correspond les 1600 euros de vente de produits, etc. Merci, c'est en effet au démarrage. Remonte, c'est complètement au début. Voilà, c'est le compte 70. Là, j'ai le trou de mémoire, hein, j'avoue, parce qu'on y a rempli au mois de janvier. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Et je retrouverai parce que j'ai dû le noter quelque part. C'est ça, là aussi, c'est pour ça que, si vous vous souvenez ce qu'on disait l'autre fois, quand on parlait des subventions, quand vous avez des règles de gestion, écrivez-les. Mm. C'est le genre de, voilà, en fait, on vient de prendre en flagrant délit L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. l'exemple de, j'ai écrit, alors parce que moi, je vous assure, j'ai fait des dizaines de budgets comme ça avec des gens bienveillants et puis on avait tous la bonne idée au bon moment et puis on disait 4000 euros, c'est le super chiffre. Et ben, sauf que c'est mieux d'écrire pourquoi on a mis 4000 euros et à quoi correspond cette réalité. Et moi, je peux vous raconter une histoire vraie que c'est sur un dossier du Fonds social européen. On l'avait en effet bien renseigné. Quand 2 ans après, on a retrouvé le papier parce qu'on nous demandait ce que c'était, on a été heureux d'avoir les règles de gestion. Et donc, souvent, quand vous avez des fichiers Excel, le conseil que je vous donne, c'est vous mettez un commentaire sur la cellule avec la règle de gestion. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous emmenez dans votre tableur la règle de gestion. Et l'avantage, c'est que quand vous avez besoin de la règle de gestion, vous allez sur la cellule et vous avez les commentaires qui apparaissent. C'est très important d'avoir les règles de gestion. Autrement, des fois, on a quelques soucis, hein. Donc, J'ai la réponse pour les 1600 euros. Le budget que je vous ai présenté, c'est le budget prévisionnel de la FAP annuel et non pas le budget du projet. Alors, de toute façon, ça correspond aussi à ce que je vous disais tout à l'heure. Les comptes qui sont proposés sont tellement vagues que cela peut englober un petit peu tout ce qu'on veut finalement. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc attention que il faut que le budget prévisionnel soit équilibré, hein, ce qui est présent ici. Voilà. Si vous êtes budget de l'opération, en fait, vous pouvez tout à fait imaginer pour des régions qui sont plutôt vastes que la personne va arriver le jour avant et sera hébergée à l'hôtel, hein. Ça peut tout à fait s'imaginer. Ça, c'est des coûts qui sont éligibles. Mm. Vous n'êtes pas obligé pour aller faire une formation à 8 heures à Lyon, si vous habitez à 300 km de Lyon ou à 200 km de Lyon, de partir à 5 heures du matin parce que pour arriver à l'heure. Vous pouvez aussi arriver avant, avoir un hôtel type Ibis, hein, qui est un format un peu standard et que ces dépenses soient éligibles, hein. Évidemment, ça fait partie des éléments préparatoires à l'action, hein.
Normalement, on évite de partir à 5 heures du matin quand on anime à 9 heures. On peut le faire, mais c'est pas idéal quand on doit animer une journée de formation derrière. Alors vous pouvez noter qu'on a chiffré le bénévolat, mais là c'est pareil, c'est sur l'ensemble de l'année, hein, donc à prendre avec quand même précaution. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Non, très bien. Donc, on va s'en arrêter là pour ce soir. Simplement vous dire que la semaine prochaine, il avait été envisagé qu'il y ait une présentation de nos amis de l'OFAGE par rapport à une nouvelle demande de subvention qui devait sortir vers le 7 mai. J'ai eu aujourd'hui Catherine Palpan en échange, et donc finalement Catherine m'a demandé de décaler d'une semaine la présentation de l'OFAGE. Donc cette présentation n'aura pas lieu le 26 mai comme initialement envisagé, mais elle aura lieu le 2 juin. Et donc le 26 mai, on vous propose de faire un exercice assez intéressant, et je pense que notre ami Jean-André pourra aussi apporter toute son expérience là-dessus. Le thème, ce sera la justification d'une subvention notifiée. En fait, on a souvent... alors moi, je dis souvent, et c'est assez drôle quand les gens m'entendent dire ça, je dis avoir une subvention, c'est plutôt facile. La justifier, c'est plutôt compliqué. Donc en fait, pour bien justifier une subvention, ça se prépare. Il y a un certain nombre de règles à avoir. Il faut prendre l'habitude on va utiliser un peu des termes barbares. Il faut tracer, hein. Il faut avoir de la traçabilité. Aujourd'hui, on a tous des photos, des appareils numériques. On a tous notre téléphone portable, il fait caméscope, photo, appareil numérique. Et donc, il ne faut pas du tout hésiter à faire beaucoup de photos. On en reparlera. Il faut avoir des logos partout. Enfin, il faut faire des fiches de présence. Souvent, dans les congrès, on vous embête avec ces fiches de présence. On vous demande de signer. Rassurez-vous, à Saint-Brieuc, vous n'échapperez pas à la règle. C'est-à-dire qu'à Saint-Brieuc aussi, on vous fera signer parce que signer, c'est la preuve que vous êtes bien présent. Et je vous donne juste une info, c'est que normalement, quand on fait signer des documents, c'est matin et après-midi. Ça, c'est la règle. C'est pas qu'une fois par jour. Jean-Michel, j'ai juste une question par rapport au calcul du bénévolat. Marianique Vernat de la Clé à Lille. Comment est-ce que vous calculez comment est-ce que vous estimez le bénévolat pour l'association? Parce que ça, c'est vraiment un de mes problèmes sur les budgets. Alors, il y a une règle pour éviter d'avoir des ennuis. Moi, c'est une règle. Non, mais vous avez une règle du Fonds social européen. Moi, souvent, quand j'essaye de trouver une règle, je prends la règle d'une des demandes de subvention les plus complexes que je connaisse. Donc, le Fonds social européen fait partie des environnements subventions qui est compliqué. La règle, c'est que normalement, vous devriez avoir des fiches de temps. N'oubliez jamais que vous devez être dans la preuve. Donc, vous estimez le nombre de jours, ça c'est compliqué. Hein. Pour répondre à votre question, c'est compliqué de l'estimer, mais quand on fait des projets, on peut imaginer qu'on va avoir tant de personnes ou tant d'heures de bénévolat. Pour ne pas avoir aucun souci, vous prenez le coût horaire du SMIC. En fait, en France, on n'a pas le droit d'être rémunéré en dessous du SMIC. Enfin, du coût horaire du SMIC. Hein, Et donc, en prenant le coût horaire du SMIC, ça vous permet de mesurer, le coût d'un projet. Si maintenant, vous avez dans votre équipe un expert comptable, ça peut arriver. On a des fois un spécialiste des formations, un consultant, enfin, on a souvent aussi des gens qui ont des métiers spécifiques. En théorie, vous pourriez très bien prendre le coût horaire de cette personne. Mais en cas de contrôle, après, c'est l'appréciation du contrôleur. Donc, pour éviter des soucis, c'est plutôt de prendre le SMIC. Après, si vous avez en effet un expert comptable, vous prenez une fiche qui s'appelle le ROM. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les fiches de la NPE. Et en fait, dans les fiches de la NPE, il y a ce qu'on appelle les fourchettes de salaire.
Donc, vous pouvez trouver une fourchette de salaire pour pouvoir l'estimer. Mais ça veut dire aussi que la personne que vous allez valoriser dans votre projet fait bien cette action-là. Si votre comptable ou votre expert comptable dans votre projet, je sais pas moi, il s'occupe de la buvette, pas de souci. Le problème, c'est que vous pouvez pas le valoriser comme un expert comptable dans cette fonction-là. Non, mais je pense qu'en effet, le SMIC horaire, le SMIC horaire, c'est bon, mais j'avais pas pensé aux fiches de temps. C'est vrai que donc fiche de temps à chaque fois qu'on fait un projet ou une action. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour ce détail. Voilà, il faut en effet, il faut faire des fiches de temps parce que, alors, avoir trop de papier, c'est mieux. Et puis aujourd'hui, on peut tout avoir en numérique. Donc la semaine prochaine, on va faire quelque chose qui est un peu clé parce que vraiment, quand on a la technicité, monter une demande de sub, c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de lire les notes techniques dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative. Si vous tapez FDVA PDF, vous avez plein de notes techniques de plein de régions, plein de tutos. Et des fois, c'est intéressant d'aller au-delà de sa région. Parce que dans votre région, on vous donne le cadre, mais des fois, dans une autre région, il y a peut-être quelqu'un qui a dit comment calculer le bénévolat. Et donc, il y a des fois, les jeux, ils rajoutent des choses. Donc, moi, j'ai souvent l'habitude, quand je commence à répondre à des appels d'offres de ce type, c'est à la fois de dire évidemment les notes techniques de ma région, mais d'aller jeter un coup d'œil un peu sur ce qui se passe autour. Et puis on se rend compte, par exemple, j'ai découvert que Indre-et-Loire, ils étaient super bons. Ils ont fait des notes techniques super bonnes. Donc ça veut dire qu'il suffit que vous ayez un représentant du FDVA dans un département, une région qui soit très à l'aise et très didactique. Et c'est intéressant d'aller prendre de l'information, chez lui. Voilà. Donc la semaine prochaine, on parlera des justifications des subventions notifiées. Je pense que Jean-André pourra largement aussi nous parler de sa vie de centralophage. Moi, je pourrais vous parler de la mienne, qui est aussi sur d'autres éléments. Voilà. C'est en effet une bonne piste. Et puis, je vous rappelle, mais en effet, c'est bien de le rappeler, il y a des choses qui sont dans le workplace. Hein. Il y a un groupe sur les échanges par rapport à ça. Il faut qu'on le fasse vivre. Le workplace, aujourd'hui, il vivote. Pour qu'on arrive à le faire vivre, il faut que vous nous aidiez à le faire vivre. Voilà. Bon, je pense qu'on en a fini. Barbara, je te donne la parole. Merci beaucoup. Encore une fois, mes excuses, vraiment, j'ai vraiment pas fait exprès. Merci Jean-Michel et Raymond pour l'excellente organisation de la soirée et la présentation d'un volet du Fonds pour le développement de la vie associative. Je crois que c'est un fonds qui peut intéresser un grand nombre de nos adhérents, notamment pour des projets sur place, donc des projets locaux et départementaux et régionaux. Je me réjouis déjà de vous revoir à la semaine prochaine pour l'évaluation des projets, pour les décomptes des projets, et j'espère vous revoir tous et toutes en bonne forme la semaine prochaine. Au revoir. Merci.